Télé 50, au cœur de l'actualité, au cœur de l'action, nous sommes ici à la primature de la République démocratique du Congo, dans ces jardins retapés à neuf, dans ce bâtiment où travaillait Patrice Emery Lumumba. Nous sommes venus à la rencontre du Premier ministre Matata Ponyo, dans ce bâtiment où travaillait Patrice Emery Lumumba, après le succès du 14e sommet de la francophonie, après le succès de l'effacement de la dette de la République démocratique du Congo, et surtout de cette tournée qui vient d'effectuer en Europe. Nous sommes venus le rencontrer, le tapis rouge est dressé, pour voir le Premier ministre de la RDC, comment il travaille, quelles sont ses priorités, surtout par rapport à la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. Vous me suivez? On va le rencontrer. Je vous l'ai promis tout à l'heure, nous allons recevoir le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, bienvenue. Merci Monsieur le Premier ministre, bienvenue ici à la primature. Mais sur ce plateau, vous êtes notre invité. Voici votre fauteuil. Installez-vous. Nous vous l'avons promis, émission spéciale consacrée aujourd'hui à la primature de la République démocratique du Congo avec le Premier ministre Matata Ponyo, qui est à la tête d'un gouvernement depuis quelques mois, déjà beaucoup d'actions, beaucoup de résultats à son actif, après le succès de l'effacement de la dette, après le succès du 14e sommet de la francophonie ici à Kinshasa, après ce voyage qu'il vient d'effectuer en Europe, beaucoup de résultats à l'actif de ce gouvernement, mais quelles sont ses difficultés, quelles sont ses ambitions et surtout son plan d'action pour que la RDC sorte un peu de la léthargie. Monsieur le Premier ministre, bienvenue. Vous faites partie de ces premiers ministres africains dont on parle en ce moment, avec à l'air actif beaucoup de résultats. Mais avant que vous puissiez nous parler de vous, on aimerait d'abord que ceux qui nous suivent à travers le monde apprennent un peu plus sur vous, sur ce portrait. Matata Ponyo Mapon Augustin est né à Kindu dans le Maniema le 5 juin 1964. Homme politique congolais, Augustin Matata Ponyo est spécialiste en politique monétaire et budgétaire. Après une formation en économie monétaire internationale à l'université de Kinshasa et une carrière au sein de la Banque centrale du Congo, il a été plusieurs fois conseiller économique au ministère des Finances et membre des comités interministériels. Il a occupé le poste de directeur général du Bureau central de coordination de 2003 à 2010, après avoir présidé le comité de pilotage de la même structure de 2001 à 2003. C'est en février 2010 qu'il entre au gouvernement Mouzito II comme ministre des Finances. Il est reconduit à la même fonction le 11 septembre 2011. Il est le président en exercice du caucus des gouverneurs africains auprès du FMI et de la Banque mondiale, fonction qui lui a permis de défendre du 23 au 25 septembre 2011 dans la capitale fédérale américaine les grandes lignes de la déclaration de Kinshasa, adopté le 4 août 2011 au terme de la rencontre du dit caucus. Dans un contexte mondial marqué par les effets de la crise financière internationale, le ministre a pu stabiliser l'économie congolaise dont les principaux équilibres étaient rompus pendant plus de 5 années. Pour la première fois depuis plusieurs années, le taux de change du franc congolais est resté stable. Il a pu mener à terme avec succès la première revue du programme, ce qui a permis à la RDC d'atteindre le point d'achèvement en juin 2010, après avoir atteint le point de décision en 2003. Depuis sa nomination, il a piloté avec succès plusieurs réformes importantes, dont certaines ont abouti à des lois, notamment un nouveau code des douanes, la loi sur les finances publiques, le nouveau code des marchés publics et la taxe sur la valeur ajoutée. Après l'atteinte du point d'achèvement, il a conduit des négociations avec les pays du Club de Paris et des créanciers commerciaux pour les allègements à consentir dans le cadre de l'IPPTE. Il a lancé depuis l'année 2010 un programme innovant de modernisation et de rajeunissement de l'administration des finances au travers d'un programme de recrutement et de placement des jeunes universitaires congolais recrutés sur base extrêmement compétitive. Durant son mandat de ministre des Finances, Augustin Matata Ponyo a mené dans le cadre de la bonne gouvernance une lutte acharnée contre la corruption et la fraude dans la gestion des finances, ce qui a permis d'accroître les recettes publiques. Premier ministre depuis mai 2012, il s'intéresse particulièrement aux questions de développement économique, de bonne gouvernance, du climat des affaires
et de mobilisation des ressources publiques. Marié, il est père de 4 enfants. Monsieur le Premier ministre, après ces portraits, on apprend de vous que vous êtes d'abord un technicien, un commis de l'État, un économiste, mais aussi un homme politique. Comment vous, à titre personnel, vous vous définissez? Mais d'abord technocrate, de par l'histoire. Donc je termine en sciences économiques à l'université de Kinshasa en 1988 et la Banque centrale est donc en train de recruter. Et je suis donc pris par concours la même année à la Banque centrale, où je suis resté jusqu'à l'année 2000, l'année où l'on me recrute comme conseiller du ministre des Finances. J'y suis resté jusqu'en 2003, après avoir à la fois assumé les fonctions des conseillers et de manière intérimaire, celle des directeurs des cabinets. Je suis donc parti du ministère des Finances pour exercer aussi des fonctions très techniques, celle du directeur général du Bureau central de coordination. C'est la première institution qui a reçu en tout cas l'aval de la Banque mondiale pour gérer des centaines de millions de dollars américains. Et dès là, j'ai été donc nommé en 2010, disons vers le mois de février 2010, comme ministre des Finances, où je suis resté pendant plus ou moins 26 mois. C'est un poste à la fois technique mais politique. Jusqu'en avril 2012, le chef de l'État m'a fait en tout cas confiance et j'ai été honoré d'être désigné par lui comme Premier ministre. Bon, c'est une charge politique, et donc, parce que lorsque vous assumez les fonctions de ministre, les fonctions de Premier ministre, ce sont des fonctions politiques. Et donc, nous essayons d'agir en tant que politique. Mais les deux ne sont pas exclusifs. Vous pouvez être politique, comme nous le sommes, et vous pouvez être aussi technocrate, parce que les analyses pour tracter la machine économique du pays exigent une certaine dose de technocratie. Alors, on l'a vu tout à l'heure, on vous présente plutôt comme un homme qui parle peu, mais qui parle quand même, contrairement à ce qu'on a vécu ici par rapport à quelques premiers ministres. Mais on vous présente aussi comme quelqu'un de résultats. Mais à titre personnel, quelle perception vous avez de vous? Bon, je pense que on est ce qu'on est. Et lorsque vous lisez l'histoire des grands hommes, le chèque de l'homme commence là où il commence à se dédoubler. Il veut être ce qu'il n'est pas et il n'est pas ce qu'il est. Et l'effort que nous avons toujours fait, c'est d'être ce que nous sommes. Ce n'est pas parce qu'on est ministre des Finances, parce qu'on est Premier ministre, qu'on doit chercher à s'exposer. Parce qu'en définitive, ce que cherchent les hommes et les femmes sur cette terre, c'est les résultats. Patrice Emery Lumumba, quand il a posé les actes, beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés. Et c'est pour autant qu'il est décédé? Physiquement, oui. Mais par esprit, Lumumba est avec nous. Nous l'aurons Désiré Kabila. Il est parti. Mais parce qu'il a défendu la patrie, parce qu'il ne pouvait pas échanger l'intégrité de ce pays, il est resté avec nous, bien qu'il soit décédé. Donc moi je pense qu'en définitive, il faut absolument rester soi-même. Faire peu de bruit, mais beaucoup de discours, enfin beaucoup de résultats. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure en introduisant cette émission, j'étais
dans les jardins de cette primature, qui sont quasiment rétapés à neuf dans ce bâtiment où travaillaient beaucoup des chefs du gouvernement. On vous a vu au ministère des Finances dans le même élan. Est-ce que la révolution de la modernité se confond avec l'action de Matata? Non, je ne pense pas que cela soit vrai. Moi, je pense que la révolution de la modernité, c'est d'abord le chef de l'État, qui est le centre d'impulsion, qui donne la vision. Et nous avons l'obligation, à la fois morale et professionnelle, d'appliquer la vision et les objectifs nous assignés par le chef de l'État. Les fonctions publiques que nous assumons ont à la fois les contenus professionnels, mais aussi une valeur symbolique énorme. Quand vous exercez une fonction, il y a les contenus, mais il y a les contenants. Les contenants, c'est justement les endroits où vous travaillez. Quand on vient vous voir, au-delà de vous-même, on voit les contenants. Et les bâtiments comme celui dans lequel nous sommes en train d'échanger aujourd'hui, c'est un bâtiment qui a une valeur symbolique énorme. C'est un bâtiment où siège le chef de l'exécutif. C'est un bâtiment où il y a un représentant de l'ensemble de la nation à ce qui concerne le secteur exécutif opérationnel du gouvernement. C'est un bâtiment symbolique aussi par l'histoire, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont vénérés et dont certains d'entre eux sont passés par ici. Dans ce bâtiment, comme vous le savez, le Premier ministre, Patrice Emery Lumumba, y a travaillé. Et dans votre bureau, il y a son buste qui trône. Chaque fois quand vous le regardez en travaillant, ça vous fait quoi? Ben justement, si nous avons mis le buste de Lumumba dans ce bureau, c'est pour nous rappeler chaque fois le sacrifice qu'il faut faire pour la nation. Les fonctions que nous occupons, ce sont des fonctions qu'on occupe pour l'ensemble de la population. Et quelqu'un comme Lumumba, il a laissé sa vie pour l'ensemble de la population. Et donc, il mérite d'être trôné dans ce bureau. Et chaque fois, quand nous y regardons, ça nous inspire l'abnégation, ça nous inspire le sacrifice, ça nous inspire le courage. Revenons à l'actualité, Monsieur le Premier ministre. Vous venez d'une tournée en Europe. Les échos que nous avons recueillis et reçus de cette tournée, c'est que non seulement vous avez été adoubé, pour ne pas dire félicité, par vos partenaires, l'Union européenne, les Français, plutôt les Belges, les Allemands. Qu'est-ce que vous leur donnez pour qu'ils vous félicitent tant? Non, on n'a rien échangé. Je pense que les résultats dont vous avez parlé tout à l'heure sont appréciés à l'Union européenne, en Belgique comme en Allemagne. Tous ont les tableaux des résultats sur lesquels notre contribution est significative. Donc, quand vous rencontrez des hautes autorités politiques, comme le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, comme le Premier ministre belge, tous ces hommes savent ce que c'est la valeur d'une fonction politique au très haut niveau. Et lorsqu'ils estiment que vous avez exercé vos fonctions de manière rigoureuse, avec des résultats à l'appui, écoutez, on vous accorde la crédibilité et on vous accorde l'importance due à votre fonction. Mais vos opposants disent, oui, Matata c'est bien, il est félicité là-bas, mais nous ici au Congo, on ne mange pas. Nous ici au Congo, le panier de la ménagère, le pouvoir d'achat, les chômages. Vous les répondez quoi? Écoutez, moi je pense que il ne faut pas croire à une campagne de désinformation. Ceux qui félicitent la RDC sont des spécialistes de la question. Lorsqu'une institution réputée pour sa rigueur,
comme le Fonds monétaire international félicite un gouvernement pour une gestion excellente des finances publiques, il n'y a pas 1000 experts pour le faire. Lorsque un ministre des Finances d'un pays comme la Belgique, lorsque des ministres des pays comme l'Allemagne apprécient le travail qui est fait, y a-t-il des thermomètres aussi compétents comme cela? Et puis, ce que je voudrais vous dire, monsieur le journaliste, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous n'avons pas près d'une année, comme vous l'avez dit. Nous n'avons que 6 mois. Et dans les 6 mois, il y a eu 2 semaines qui nous ont permis d'élaborer notre feuille de route. Donc en réalité, nous avons plus ou moins 4 mois de travail. Mais les résultats sont tels que dans 12 mois, dans 24 mois, les résultats seront énormes. Mais les mêmes disent, l'argent ne circule pas, Matata coince les finances, il ne paye pas la dette intérieure pour être félicité par les Européens, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. C'est quoi la vérité? Oui, mais le travail ne tombe pas du ciel. Le travail, c'est comme un plat. Il est précédé par la cuisine. Nous sommes aujourd'hui dans un gouvernement où la stabilité du cadre macroéconomique n'est plus un mythe. Même la population congolaise, on croit aujourd'hui au franc congolais, ce qui n'était pas le cas. Vous avez vu vous-même, lorsque nous avons annoncé la mise en circulation des coupures à valeur faciale élevée. Absolument. Il y a même certains hommes politiques qui l'ont démonétisé. Avant que ça soit mis en circulation. Avant que ça ne soit mis en circulation. Vous avez eu peur à ce moment-là? Nous n'avons pas eu peur parce que nous croyons en ce que nous faisons. Les billets sont sortis. Aujourd'hui, nous avons même certaines personnes qui l'ont démonétisé avant, qui cherchent à la voir pour dire mais cette monnaie ne se voit pas, nous voulons la voir. Parce que la stabilité du franc est là. Ces billets sont devenus pratiquement comme une devise. On les cherche, mais on ne les voit pas. Alors pourquoi on ne les voit pas finalement? Mais parce que la mise en circulation d'une monnaie répond désormais aux critères rigoureux comme ceux qui sont appliqués ailleurs dans le monde. La monnaie n'est injectée qu'en fonction de ses besoins. Donc je disais, nous avons aujourd'hui la stabilité du cadre macroéconomique. La monnaie, elle est stable. C'est une réalité vivante. Surtout lorsqu'on la compare à une autre réalité, il y a quelque temps, où la monnaie s'est dépréciée au jour le jour. Monsieur le journaliste, n'ayez pas une crise de mémoire. L'expression au taux d'échange a pratiquement disparu de la circulation. Les prix des biens et services, ils sont stables aujourd'hui. Relativement stables. Et je vais vous dire, monsieur le journaliste, pour la première fois, depuis 1976, ou pour mieux, depuis 1976, nous allons réaliser dans ce pays un taux d'inflation annuel de moins de 3%. Moins de 3%. Moins de 3%. Mais comment ça se vit au quotidien des Congolais? Mais au quotidien, ça veut dire que lorsque vous avez votre revenu, vous n'avez pas ce qu'on appelle une paire bleue, que quand vous allez acheter quelque chose, vous trouvez que le prix a changé. Vous savez que nous avons fait quelques petites augmentations dans certains services, dont je préfère taire les noms ici, et ces augmentations n'ont pas été suivies par l'avalanche des prix sur le marché des biens et services. Conséquence, les gens estiment que c'est une augmentation réelle du pouvoir d'achat. Les taux de croissance économique. En 2011, nous avons fait un taux de croissance de près de 7%. En 2012, nous allons faire un taux de croissance de 7,2%. En 2013, si la même rigueur continue, la même efficacité continue, nous allons faire un taux de croissance de 8,4%. C'est de manière exceptionnelle. Ce qui veut dire que vos partenaires
suivant ces chiffres de près, vous venez de les rencontrer, les retombées pour nous Congolais, c'est quoi? Mais les retombées, c'est cet accroissement du revenu per capita. Si nous prenons un indice moyen, connu universellement. Les retombées, c'est aussi cette augmentation progressive de l'emploi et une baisse progressive du chômage. Les statistiques sont en train d'être élaborées et nous serons à mesure de vous dire que voilà, en 2010, nous avons créé un tel nombre d'emplois. En 2011, nous avons créé un tel nombre d'emplois et en 2012, un tel nombre d'emplois. Mais je dois vous dire que selon les estimations préliminaires qui nous ont été communiquées, il y a suffisamment d'emplois qui sont créés. Mais le niveau de chômage était tellement élevé qu'on a l'impression que c'est toujours insuffisant. Mais c'est vrai. Mais tout au moins, il y a des emplois qui se créent progressivement. Mais il y a aussi l'augmentation significative, même si relativement encore à un niveau peut-être inférieur à ce qu'on aurait souhaité, il y a quand même des augmentations. Aujourd'hui, au niveau par exemple de l'enseignement supérieur universitaire, vous pouvez prendre ça comme étant quelque chose d'insignifiant, mais lorsqu'un professeur d'université a un revenu qui avoisine les $2000 américains, lorsque dans ce même pays, je me rappelle encore vers les années 2000... Un professeur d'université touche presque $2000. Presque $2000. Et un médecin? Un médecin, un peu plus de $1000. Quand on parle de ce chiffre, lorsqu'on sait qu'un enseignant a un peu moins de $100, on peut quand même dire que dans ce pays, il y a des choses qui bougent. On ne décrète pas l'augmentation de salaire. On réalise l'augmentation de salaire avec la création des richesses. Excusez-moi, Monsieur le Premier ministre, il faut qu'on revienne, si vous voulez bien, un tout petit peu sur quelques opérations économiques ou pas financières que vous avez mis en place, notamment la bancarisation de la paye des enseignants, ou plutôt des fonctionnaires. Il y a beaucoup de vos compatriotes qui nous suivent à l'étranger. Vous venez de l'étranger. Ce programme a quelle finalité, finalement? Qu'est-ce que ça apporte aux Congolais qu'ils soient payés par la banque, alors que tout ce qu'ils cherchent, c'est être payés tout simplement, que ce soit par un comptable ou par le système traditionnel, parce qu'il existe depuis 40 ans? Bon, je pense que nous ne devons pas faire de la révolution, la modernité voulue par le chef de l'État un slogan. Lorsque le chef de l'État demande qu'on révolutionne certains processus, il faut le faire. Payer par la banque les salaires, nous sommes l'une des rares économies au monde où le salaire est payé de manière manuelle. Parce que vous voyagez beaucoup, monsieur le journaliste. Parce que le fonctionnaire eux-mêmes voyage. Quel est le pays où l'on paye l'intégralité des salaires de manière mécanique? Ça n'existe pas. Les économies que nous tirons, vous savez que nous avons découvert un réseau important de mafieux. C'est-à-dire? Des contrebandes, des gens qui avaient 3 salaires, 4 cartes d'électeurs fabriquées ici, y compris des hommes et des femmes, même des directeurs de l'administration publique. Qu'est-ce que vous en avez fait? Mais écoutez, le processus d'arrestation a été mis en œuvre. Il y a des gens qui ont été arrêtés. Et puis, il y a des économies. Depuis que l'opération de la bancarisation a commencé, un peu plus de $2 millions ont été économisés. $2 millions. Est-ce que vous allez le reverser pour les fonctionnaires ou vous allez investir dans d'autres domaines? Nous sommes en train de travailler. L'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires, c'est un processus. C'est un processus. Lorsqu'on récupère les $2 millions, on a la possibilité. $2 millions, c'est combien de kilomètres de route en terre battue? C'est plusieurs dizaines de kilomètres. Au goudron, à $1 million par kilomètre, ça vous fait déjà 2 kilomètres. Dans la ville ici, 2 kilomètres.
goudronnées, c'est beaucoup. Et si on doit les remettre en termes, par exemple, des primes ou d'augmentation, donc petit à petit, ces économies nous permettent de réaliser beaucoup d'actions. Un centre de santé, une école, l'achat d'un équipement. Nous avons aujourd'hui lancé un processus d'acquisition de matériel médicaux moderne, des scanners, les résonances magnétiques. Avec un peu moins d'1 million de $, vous avez un très bel appareil, les scanners. Il y en a combien dans notre pays? Mais c'est un processus qui est mis en route d'achat d'équipements modernes pour la santé. On comprend bien, vous faites des économies pour réinvestir ailleurs. Si vous le permettez, on peut maintenant parler des retombées encore de ces déplacements à l'étranger. On lit beaucoup de presse qui vous jette des fleurs par rapport au 14e sommet de la francophonie ici à Kinshasa. Et à l'époque, les Congolais disaient on ne veut pas du sommet, on veut de la sécurité à l'Est. Votre vice-premier ministre a été apostrophé par l'Assemblée nationale pour qu'il nous dise exactement ce qui se passe à l'Est. Vous-même, vous avez été à l'Est pour rencontrer les Congolais et même vos partenaires de la MONUSCO. Qu'est-ce que les Européens vous ont donné comme garantie maintenant pour que la voix du Congo soit entendue et pour que la crise de l'Est soit plus traitée avec efficacité? Parce que vous êtes un homme de résultats apparemment. Bon, écoutez, je dois vous dire que du point de vue même de la compréhension, ce voyage a produit beaucoup de résultats. Vous savez, Jean-Marie, nous avons été reçus par le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Nous avons eu des entretiens avec l'adjoint de M. Barroso, lui-même étant absent de la capitale belge. Nous avons eu des entretiens au plus haut sommet avec le commissaire européen au développement, mais aussi avec Madame le commissaire chargé des affaires humanitaires. Du point de vue de la compréhension, il était question de pouvoir démontrer que cette guerre n'est pas, comme certaines personnes aiment le dire, une question congolaise. Oui, avec des complicités ici à Kinshasa. Avec des complicités, évidemment, ici à Kinshasa. Mais c'est une question, en tout cas, des manques de crédibilité d'une action soutenue de l'extérieur. Et nous avons démontré carrément l'implication d'un pays comme le Rwanda dans la préparation et dans l'initiative et dans le soutien de ces mouvements. Et nous avons dit que ce n'est pas le fait uniquement d'une appréciation congolaise. Il y a un rapport des groupes d'experts des Nations Unies qui l'a démontré avec preuve à l'appui. L'implication de la République rwandaise dans ce qui se fait en l'est du pays. Mais qu'est-ce que vous leur avez demandé comme action? Est-ce que vous avez demandé des sanctions contre les Rwandais? Est-ce que vous avez demandé une rupture des relations avec les Rwandais? Quels sont les muscles, où sont les muscles de la RDC pour faire taire ou pour faire plier les Rwandais? Non, écoutez, sur cette question, vous savez, nous restons dans la vision du chef de l'État qui pense qu'il faut privilégier tout d'abord les voies politiques et diplomatiques. Mais sans oublier que les voies militaires restent toujours le dernier recours. Et sur ce point, nous avons démontré en suffisance, en tout cas l'implication du chef de l'État, sa hauteur dans la chasesse, en privilégiant les voies politiques et diplomatiques. Et qu'à terme, la voie militaire n'était pas à exclure. Et je pense que sur ce point-là, nous avons reçu beaucoup d'impressions qui démontrent qu'ils ont davantage compris ces phénomènes. Qu'est-ce que la RDC gagne en étant diplomate, en étant plutôt privilégiant, comme vous dites, les dialogues politiques, les concertations avec vos partenaires, que montrer ses muscles, que montrer les chars et les avions contre les Rwandais? Bon, je pense que la guerre, d'une manière générale, a beaucoup de dégâts collatéraux, comme ceux que nous connaissons aujourd'hui. En Syrie notamment. Nos compatriotes sont violés.
des femmes qui sont violentées, des morts qui se réalisent. Et donc, quand on privilégie les voies politiques et diplomatiques, on a l'avantage de gagner sur l'économie des morts, sur l'économie des massacres, ainsi de suite. Donc je pense qu'aujourd'hui, la pression exercée notamment sur le Rwanda, quant à sa responsabilité, nous permet en tout cas de pouvoir espérer une résolution qui n'est pas nécessairement militaire. Parce que, je dois vous dire que l'accès au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent... Oui, l'opposition dit que c'est l'échec de Matata parce que malgré son action, malgré qu'il demande aux Occidentaux de condamner les Rwandais quand même ont été acceptés au Conseil de sécurité. Non, mais je pense que nous l'avons déjà dit, en tout cas à la presse internationale, alors que nous étions en Europe, nous l'avons aussi répété à la fois au niveau de l'Europe, au niveau de la Belgique et au niveau de l'Allemagne. Ce serait une appréciation, à mon avis, non rigoureuse que de croire qu'il s'agit d'un échec de la diplomatie congolaise, d'autant plus que l'accès du Rwanda au Conseil de sécurité ne dépendait pas uniquement de la voix de la RDC. C'est de la voix de l'ensemble des membres du Conseil. Bien que la Belgique, et nous félicitons la Belgique pour ça, s'est abstenue de voter pour l'accès du Rwanda au Conseil de sécurité, il n'en reste pas moins vrai que beaucoup de pays ont voté pour l'accès. Mais nous avons, je dois vous le dire, juste pour nous séduire un peu, nous les Congolais. Bon, je dois vous dire que nous devons éviter, nous les Congolais, les sensationnels, parce que à force de ne pas vouloir changer, ceux qui changent, on les considère comme, en tout cas, des temporaires. Oui. Je peux vous poser quelques questions. Lorsque le chef de l'État décide de rénover le boulevard du 30 juin ici, très peu de gens l'ont cru. Est-ce que la francophonie était connue? Parce que cela remonte à 4 ans, 5 ans qu'on a commencé les travaux du boulevard du 30 juin. L'avenue Colonel Monjiba, lorsqu'on a coupé les arbres pour élargir là où il y avait des embouteillages jusqu'à 21h, jusqu'à 22h, est-ce qu'il y avait la francophonie? Lorsqu'on a commencé les travaux de l'échangeur délimité, de boulevard Lumumba, est-ce qu'il y avait la francophonie? Lorsqu'on a commencé à faire le décor du boulevard du 30 juin, la pelouse sur le boulevard du 30 juin, mais j'étais encore ministre des Finances lorsque ces travaux ont été initiés par le chef de l'État. Notamment en face de votre ministère. Et vous avez inauguré apparemment. C'était en 2010. Oui. Est-ce qu'il y avait la francophonie? Il n'y avait pas de francophonie. Oui, mais certains Congolais disent, notamment vos opposants, que vous attendez toujours des événements pour faire des actions, d'éclat, pour nous séduire, et puis après, il n'y a plus rien. Non, bien au contraire. Et je dois vous dire que nous devons saluer ce travail des propriétés de la ville, parce que ça permet aussi de donner du travail à la population. Ce sont des Congolais qui font ce travail de nettoyage. Et ils ont un revenu. Et je dois vous dire que cette propriété était à l'honneur de tous les Congolais. Parce que pour une fois, nous avons entendu même nos hôtes dire que voilà, Kinshasa commence à redevenir belle. Moi, je dois vous assurer, monsieur le journaliste, que ce travail va continuer. Et dans les jours qui viennent, parce que là, nous avions commencé un test par la commune de la Gombe, nous avons le plaisir de vous informer que dans les jours qui viennent, le même type de travail va commencer dans d'autres communes. Avec des sanctions si les bourgmestres ne font pas leur travail? Ça fait partie, en tout cas, de la compétence, je pense, du gouverneur de la ville. Nous, en tant que chef du gouvernement, nous donnons l'impulsion conformément à la vision du chef de l'État.
Monsieur le Premier ministre, on s'achemine vers la fin de cette émission, mais je m'en voudrais, et ceux qui nous suivent aussi, si je ne vous pose pas cette question. La discipline gouvernementale. On a l'impression que vous tenez bien vos ministres, chacun essaye de travailler, de venir à l'heure au Conseil des ministres. Je reviens à la question du tout au début. C'est quoi la nouvelle méthode de Matata Amponio par rapport à l'action gouvernementale? C'est quoi vos priorités dans le 6 mois à venir, dans l'année à venir, par rapport à votre équipe? Bon, d'abord, M. Jean-Marie Kassamba, vous devez savoir que lorsque on jette le projecteur dans l'histoire des nations, et davantage sur l'histoire des grandes nations, on ne voit rien qui a été fait dans le bruit. On ne voit rien qui a été fait dans la précipitation. On ne voit rien qui a été fait sans la rigueur, sans le sacrifice, sans l'abnégation. Et nous avons inscrit notre mandat dans le respect de ces valeurs cardinales universelles. Et nous commençons par nous-mêmes à montrer l'exemple. En commençant à travailler à 7 h du matin? C'est pas trop tôt? Non, ce n'est pas très tôt. Ce pays nous a tout donné, surtout nous qui avons étudié ici et qui n'avons jamais été à l'étranger comme vous. Ce pays nous a tout donné. Et nous avons l'obligation à la fois morale, éthique et professionnelle de lui donner tout. Si on peut donner à la RDC 2 heures, 3 heures, 4 heures du sommeil, ça ne coûte rien. Et donc, notre travail, c'est de montrer à l'ensemble de l'équipe gouvernementale qu'il faut consacrer énormément de temps au travail qui est le nôtre. La rigueur dans le respect des rendez-vous. La rigueur dans le respect des traitements des dossiers. L'absence de la corruption et de la fraude dans le traitement des dossiers. La bonne gouvernance. La gestion rigoureuse des ressources publiques. Les suivis et évaluations. Vous avez vu, au terme des 100 premiers jours, chaque ministère a été coté sur base d'une feuille de route. Mais c'est pas étouffant ça pour les gens qui étaient habitués à être autonomes? Bon, je ne pense pas, vous savez, c'est étouffant quand vous n'êtes pas habitué ou quand vous ne faites pas un effort pour vous habituer. Mais j'ai l'impression que l'ensemble des membres de l'équipe gouvernementale s'est habitué à ce travail, parce qu'aujourd'hui, quand nous avons une réunion à la primature, écoutez, 100% est là avant le temps et nous commençons la réunion à l'heure. Et puis nous avons des réunions qui ne durent pas. Nous allons tout droit à l'essentiel. Nous évaluons ce que nous avons arrêté comme proposition d'action la réunion passée. Et nous continuons. Une réunion maximum de 1h30, 2h maximum, c'est suffisant. Et je reviens à ma question sur la feuille de route. Vous l'avez demandé à votre gouvernement par le ministère du Budget, enfin plus celui du plan, que chaque ministère vous présente un plan et que vous avez validé ensemble. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et à court terme? Qu'est-ce que vous comptez faire pour le Congo? Bon, écoutez, notre feuille de route, c'est une feuille de route qui a été validée par le chef de l'État, conformément à la vision du chef de l'État. Nous avons parlé de la stabilité du cadre macroéconomique, qui est devenue une réalité vivante. Nous avons parlé de la restauration de l'autorité de l'État, au travers la réforme des services de sécurité, l'armée, la police. C'est en route. Nous avons parlé du rétablissement des infrastructures routières. C'est en route. Vous savez que nous avons créé un fonds de réunification routière nationale, et dans lequel il y a déjà près de 32 millions de dollars qui sont là-dedans. La campagne agricole. Nous voulons que d'ici quelques années, nous puissions avoir un Congo qui donne à manger à tous les citoyens. L'autosuffisance alimentaire, mais c'est pas pour 2050 ça? Non, 2050 c'est très éloigné. S'il y a le sacrifice, s'il y a l'abnégation et s'il y a l'amour de la patrie. Nous avons lancé la première campagne agricole avec près de 25 millions de dollars depuis 15 ans, depuis belle lurette.
Et nous sommes en train de travailler avec des partenaires extérieurs pour que l'agriculture devienne effectivement une priorité des priorités. Non, je pense qu'il y a beaucoup de chantiers sur lesquels nous sommes engagés assidûment, résolument, et que d'ici 3 ans, je pense que les résultats seront palpables. Terminons avec quelques questions qui fâchent. François Hollande est venu ici, président de la France, épingler les dimensions, droits de l'homme, démocratie. Le procès Tchebeya a été clôturé il y a quelques jours en appel. Apparemment, vous faites la sourde oreille aux sollicitations de la communauté internationale par rapport aux libertés individuelles, aux droits de l'homme. Donc, Matata, son gouvernement, ne respecte pas les droits de l'homme. Non, mais je pense que je l'ai dit à la fois à Bruxelles et à Berlin. La démocratie, les droits de l'homme et le respect de l'expression de l'opposition, ça fait partie de la feuille de route du gouvernement. Ça fait partie des priorités du gouvernement. Tout comme ça fait partie de la vision du chef de l'État. Mais, Jean-Marie Kassamba, il faut éviter de prendre les mesures, les instruments des mesures d'une vieille démocratie et venir les appliquer à une jeune démocratie. Il ne faut pas oublier que nous sommes pratiquement à une deuxième mandature dans ce pays. Les deuxièmes élections démocratiques dans ce pays. Et il y a ce qu'on appelle les erreurs de parcours qui doivent être, à mon avis, évaluées sur base aussi du parcours. Qui vous dit que la France d'il y a peut-être 100 ans n'a pas connu les mêmes erreurs de parcours? Mais certains vous diraient, est-ce qu'il faut s'inspirer des erreurs des autres pour continuer à faire le contraire? Non, mais la démocratie, parce que nous sommes dans ce pays, il y a combien de chaînes de télévision? Combien de gens passent à la télévision pour critiquer, en commençant par le chef de l'État? Moi-même, ici, Premier ministre, combien de fois je suis critiqué par des journaux, parfois, qui sortent à l'improviste? Oui, vous bloquez l'argent ne circule pas. Donc, c'est aussi la démocratie. Donc, je ne pense pas qu'on doit, à mon avis, réduire la démocratie, réduire les droits de l'homme, réduire l'expression de la démocratie à une insuffisance ponctuelle, à une erreur de parcours, bien sûr. Oui, mais il y a Tchebeya, le procès Tchebeya, c'est le défenseur des droits de l'homme, très célèbre, connu dans le monde, que vous avez réduit au silence maintenant. Non, mais le procès, il est en cours. Il y a aussi l'indépendance de la justice. Et moi, je suis dans un gouvernement où on doit respecter l'indépendance de la justice. On ne peut pas interférer, parce que vous nous dites qu'il ne faut pas interférer dans la justice. Mais lorsque vous voulez que le processus d'un procès se fasse de la manière dont vous voulez, vous estimez qu'il faut que le gouvernement intervienne. Oui. Non. C'est une dialectique qui ne marche pas, à mon avis. Alors, encore quelques petites questions et on va terminer par là. Il y a beaucoup de questions qui sont tabous ici au Congo. Les salaires des ministres, par exemple. Combien gagne un Premier ministre? Combien gagne un ministre? Est-ce qu'on peut le savoir? Et puis, deuxièmement, la RVA, on parle des ces tarifs, enfin, ce qu'on appelle les GOBAS, on paye là-bas, à l'international 50, ici sur le plan national 10. Est-ce que vous avez refait des aéroports, vous avez modernisé tout ça? Ça fait un peu quand même votre gouvernement qui gère cet argent. Il n'y a pas de tabou. Les salaires des ministres sont connus. Un ministre, c'est 6 000 $ le mois. C'est tout? Mais oui, mais moi je n'ai pas. C'est pas les salaires que moi j'ai imposés, c'est les salaires que j'ai trouvés. Et c'est connu de tout le monde. Et vous n'avez pas augmenté? Non, ce n'est pas. Donc il n'y a pas de tabou. Il ne faut pas aussi suivre la désinformation. C'est un salaire qui est connu, qui a été, à mon avis, adopté il y a plusieurs années. Je l'ai touché en tant que ministre des Finances. Et je le confirme.
Mais vous pouvez aussi me le démontrer le contraire, parce que la presse, elle est libre. Si vous avez des informations contraires, vous pouvez le démontrer. Donc je pense que sur cette question-là, restons froids, restons moins sensationnels, restons professionnels. Donc il n'y a pas de ministre millionnaire? Non, enfin... Mais si quelqu'un a eu ces millions, il était dans le secteur privé avant de devenir ministre, bon, on ne peut pas lui reprocher. Il y a certains membres du gouvernement qui étaient peut-être dans d'autres affaires avant de devenir ministre. Mais si on touche 6 000 $ le mois, et comment on peut devenir millionnaire après 6 mois de travail? C'est impossible. Alors, ceux qui vous admirent et d'autres qui vous redoutent disent de vous qu'il n'a pas de loisirs, Matata Ampogno. Vous mangez quoi? Vous aimez quoi, finalement? Mais quel type de loisirs vous pouvez vous imaginer dans un pays qui demande autant de sacrifices? Quel type de loisirs? Il ne faut pas faire ce qu'un président américain fait. Il ne faut pas faire ce qu'un président français fait. Notre président de la République n'a pas de congé. Pourquoi est-ce que moi, Premier ministre, je dois me taper de congé? Mais vous savez que le travail, ça peut être aussi une partie des loisirs. Je n'ai pas de loisirs pour répondre à votre question et je passe mon temps entre la maison et le bureau. Et la cravate rouge? Je vais m'en vouloir, vraiment, si je ne vous la pose pas, parce que c'est devenu aujourd'hui un sujet de dissertation. Ici au Congo et à travers le monde, on le voit, Matata Ampogno, cravate rouge, costume sombre, chemise blanche. C'est quoi la signification? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, tout le monde se pose la question. Il y en a même qui disent que c'est très ésotérique. Oui. Il serait franc-maçon, Matata Ampogno. C'est un peu mystique, oui. Et tout ça. Non, je pense qu'il faut avoir le sens du symbole. Nous venons de l'Europe. Il y a des bâtiments qui sont des symboles. On n'a jamais détruit ça depuis 1800, depuis 1700, depuis 1500. C'est un symbole. Nous devons aussi avoir le sens du symbole dans ce pays. Je vous ai dit, lorsqu'on me nomme ministre des Finances, je base mon mandat sur base des valeurs cardinales. Le travail, le sacrifice, l'abnégation. Et je me dis, le rouge symbolise le sacrifice. Symbolise... Le sang de martyr. Oui, symbolise le travail. Symbolise l'abnégation. Symbolise aussi la lutte contre la corruption et la fraude. Et je l'ai fait pendant 26 mois. Nous avons chassé la corruption de ces bâtiments en verre du boulevard du 30 juin. Au ministère des Finances. Il n'y a plus de gens qui suivent les dossiers là-bas. Quand j'étais là, c'était ça la règle. Et vous veillez à celui qui est resté? Et j'y veille parce que je travaille en étroite collaboration avec l'ensemble de nos ministres. Donc, il n'y a rien de mystérieux dans cette couleur des cravates, parce qu'au-delà de la cravate, il y a le costume sombre, oui. Il y a la chemise blanche, oui. Ça aussi c'est mystérieux. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, de nous avoir accordé cet entretien exclusif qui sera suivi sur l'ensemble du territoire national et au niveau de l'extérieur, parce que vos partenaires et vos compatriotes attendaient des éclaircissements du Premier ministre de la RDC qui revient d'une tournée, ma foi, fructueuse à l'étranger. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était votre grande interview réalisée avec le Premier ministre de la RDC, ici, à la primature. À très bientôt, avec le même plaisir.